C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue au sein du Centre national de formation des techniciens en maintenance hospitalière, une institution qui incarne l'excellence, l'exigence et l'engagement au service de la santé publique. Aujourd'hui marque une étape importante pour chacun d'entre vous. Vous entamez un parcours qui, au-delà de la simple acquisition de connaissances techniques, vous préparez à jouer un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de nos structures hospitalières. Car sans maintenance fiable, sans équipement sûr et opérationnel, il n'y a pas de soins efficaces. La maintenance hospitalière, trop souvent méconnue, est pourtant un pilier fondamental du système de santé. En choisissant cette voie, vous, chers étudiants de la première année, en choisissant donc cette voie, vous avez fait le choix de la rigueur et de la technicité au service de l'humain. C'est une mission noble et exigeante. Le CNSTMH mettra à votre disposition des enseignements de qualité, des équipements modernes et un encadrement pédagogique expérimenté. Mais votre réussite dépendra avant tout de votre implication, de votre curiosité, de votre volonté d'apprendre et de progresser. Nous vous encourageons aussi à développer un esprit de collaboration, à échanger, à poser des questions, à vous entraider. L'intégration que nous célébrons aujourd'hui est aussi celle des valeurs humaines, c'est-à-dire la solidarité, le respect, le travail en équipe. Je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique et administrative qui œuvre chaque jour pour faire de ce centre un lieu d'excellence et d'innovation. Je remercie également les partenaires institutionnels et professionnels qui nous accompagnent dans cette mission. Je m'adresse principalement aux différentes structures hospitalières, aux entreprises privées qui nous aident, qui nous appuient beaucoup dans le domaine vraiment de l'encadrement de nos stagiaires. Chers nouveaux étudiants, vous êtes l'avenir de la maintenance hospitalière. Vous êtes les garants de la sécurité et de la qualité des soins de demain. Soyez fiers du chemin que vous avez choisi et donnez le meilleur de vous-même. Je vous souhaite une excellente rentrée, une intégration réussie et un parcours riche de réussite, de découverte et de belles rencontres. C'est avec un plaisir immense et un profond respect que je me tiens ici aujourd'hui devant cette auguste assemblée pour représenter Monsieur le maire Malick Fall, empêché à l'occasion de cette journée d'intégration des techniciens en maintenance hospitalière de Diourbel. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter à chacun et à chacune d'entre vous, ici présents, la bienvenue dans notre communauté hospitalière et dans cette noble mission au service de la santé publique. Chers étudiants techniciens, vous intégrez aujourd'hui un maillon essentiel et incontournable du système de soins. Celui qui souvent travaille dans l'ombre, mais assure le bon fonctionnement des équipements, la sécurité des installations et la continuité dans l'efficacité des services de santé. Dans cette structure sanitaire, chaque geste technique, chaque intervention de maintenance, chaque vérification compte.
un appareil bien entretenu, un environnement fonctionnel donne un diagnostic précis et clair orientant l'agent de santé à délivrer des soins dans les meilleures conditions, donc des vies sauvées. Vous êtes les garants tapis dans l'ombre de cette chaîne de confiance entre soignants et patients. La nation tout entière a besoin de vous, de votre engagement, de votre confiance, de vos compétences et de votre sens des responsabilités du service public. Chers étudiants, vous rejoignez une équipe, une famille, un réseau où la solidarité, la rigueur et la réactivité restent des valeurs fondamentales. La collectivité de Diourbel, territoriale de Diourbel, se réjouit de ce joyau implanté en son sein, ce centre de dimension sous-régionale, le seul qui forme des techniciens en maintenance hospitalière jusqu'au-delà de nos frontières, promet de se tenir à vos côtés pour soutenir toutes les initiatives qui visent à valoriser votre métier, à renforcer vos formations et améliorer vos conditions de travail. Ensemble, faisons en sorte que cette intégration ne soit pas seulement une formalité, mais le début d'un parcours professionnel riche, reconnu et porteur de sens. Félicitations pour cet engagement, pour votre engagement. Je souhaite à tout le monde une excellente intégration et beaucoup de réussite dans vos fonctions respectives. Marque une étape importante pour vous, étudiants, car elle symbolise non seulement votre entrée dans le domaine technique et exigeant, mais surtout dans une vocation au service de la vie humaine. Le thème de cette journée, la maintenance hospitalière au service des patients, sécurité, fiabilité et innovation, n'a jamais été aussi pertinent. Dans le silence des salles techniques, derrière les murs des blocs opératoires, au cœur des urgences, le rôle du technicien en maintenance hospitalière est invisible, mais très important. Nous ne portons peut-être pas de blouse blanche, mais sans nous, les équipements de soins ne fonctionneront pas, les patients seront exposés à des risques et les professionnels de santé ne pourraient pas travailler efficacement. Chaque geste, vous avez choisi un métier qui est noble, exigeant et essentiel. Sachez que votre avenir est porteur de chance et chaque geste technique que vous poserez contribuera directement ou indirectement à sauver des vies. Au nom de l'Association nationale des techniciens en maintenance hospitalière, je vous encourage à apprendre avec rigueur, à cultiver la passion et la technologie et toujours garder en tête que derrière chaque machine que vous entretenez, il y a un patient, une famille ou une vie. Bienvenue dans cette grande famille de la maintenance hospitalière. Soyez fiers de votre mission. Nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que la maintenance est une famille. Vous venez de faire partie, de rentrer dans la famille de la maintenance. Cette journée d'intégration doit servir pour vous de moyens de raffermir, de consolider les liens qui existent entre nous, techniciens et ingénieurs. Donc, il faut l'utiliser à son plein pour avoir le succès. Nous, techniciens qui sommes dans les structures sanitaires, le directeur et les autres l'ont signalé, il y a une forte responsabilité qui est sur nos dos, sur nos bras. Cette responsabilité, avec l'intégration dans la formation ici à l'école de maintenance, va se renforcer. Vous serez épaulés. Vous ne serez pas seul. Le ministère de la Santé, par la DIEM,
qui est son bras technique, vous accompagnera dans vos stages, dans votre recrutement et partout où le besoin sera. Si vous, il y a beaucoup de projets qui sont en train de se dérouler. L'extension du centre, comme vous le savez, c'était un plaidoyer. Moi, depuis que je suis ici, depuis 2007, c'était un plaidoyer que le directeur portait. Actuellement, c'est en train de se concrétiser. Donc, prochainement, les travaux vont commencer. Ce sont des informations que la directrice m'a chargé de vous donner et vous dire qu'elle marque sa disponibilité et à votre écoute. Donc mes mots sont des mots d'encouragement envers ces étudiants qui sont là. Et vous dire aujourd'hui, nous étions à votre place. Bien entendu, il y a des moments de doute. Mais si je pouvais retourner en arrière, je me donnerais encore plus d'avantages sur cette formation. Il y avait des années, on doutait devant le directeur. J'étais le président, j'organisais moi-même l'intégration. On avait des tout, à savoir à notre sortie. Où est-ce que nous allons? Est-ce que nous avons du travail? Est-ce que nous avons aujourd'hui l'opportunité de développer ce qu'on a appris ici? Et j'avais tort de douter. Aujourd'hui, je vous dis, j'avais tort de douter. Et si c'était à reprendre, je m'efforcerai plus davantage à donner des efforts considérables sur cette formation. Sachez qu'aujourd'hui, vous êtes indispensable. Vous êtes indispensable. Si vous sortez aujourd'hui les blouses blanches dans les hôpitaux, tout ce qui reste, c'est la maintenance. C'est de la responsabilité qui demande beaucoup de sacrifices. Mais sachez que vous serez à la hauteur. Il suffit tout juste de vous entourer des gens positifs, comme j'ai eu la chance de l'avoir, et je vous le souhaite véritablement. Je peux vous citer M. Diagne qui est là. Quand je suis sorti de Diourbel en 2012, c'est lui le premier à m'accueillir en stage à l'hôpital FAN. Il m'a fait confiance. Il m'a donné tout son savoir. Aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui à Carrefour Médical, c'est grâce à lui. Je me rappelle quand je lui ai dit que M. Diagne, j'ai été appelé à Carrefour Médical, il y avait Djiboudjo qui était déjà là-bas. Il m'a dit, n'hésite pas. Pourtant, il m'avait mis dans de très bonnes conditions. En 3 mois de stage, il m'a donné un bureau, il m'a donné des responsabilités. C'est là-bas que Carrefour Médical m'a vu, a apprécié ce que je faisais et m'a recruté. En 2015, comme technicien, en 2016, comme coordonnateur au niveau du SAV, en 2018, comme responsable SAV, en 2020 comme directeur du SAV, en 2023 comme directeur technique, et aujourd'hui en 2024, je suis le directeur exécutif. Et ça je le dois grâce à des gens qui ont été très positifs. Je peux citer, je ne vais pas citer, mais je peux citer M. Ndiaye qui est là, qui est le chef externe d'Albert Royer, M. Cissé, qui m'a accueilli à l'hôpital Pikine, qui est maintenant en référence, qui est maintenant, je peux dire, un collègue. Pour vous dire qu'il y a plus d'opportunités. Croyez en vous. Croyez en vous. Sachez que l'État a besoin de vous. Les hôpitaux qui sont là, Yann me l'a dit tout à l'heure, avec les nombreux projets, je pense que vous avez des atouts considérables. Ne doutez pas. En tout cas, soyez rassurés que nous serons derrière vous en tant que collègues, en tant qu'aujourd'hui entreprise. Il y a la matière
Et rassurez-vous que Carrefour Médical, comme il l'a toujours fait, sera toujours derrière les étudiants de Diourbel qui font ma fierté. Vous êtes des ambassadeurs et je souhaite une très bonne intégration aux élèves et aux élèves de 3e année. Je vous dis, ayez, comment dirais-je, soyez forts, sachez que ce qui vous attend, c'est pas simple, c'est de la responsabilité, mais vous serez à la hauteur. Ça sera difficile de tenir un discours devant nos professeurs qui sont là. Donc je vais m'arrêter à faire des encouragements et à m'adresser aux très chers étudiants. Chers étudiants, cette école est bien plus qu'un lieu de formation. C'est un espace où se tissent des amitiés durables, où se forgent des ambitions et où chaque défi vous rapproche un peu plus de vos objectifs. Vous allez vivre ici des moments forts, parfois intenses, des moments de doute, mais toujours enrichissants. Au nom de la société d'MCSM, je vous encourage à être curieux, ouverts, solidaires les uns envers les autres, et surtout à profiter pleinement de votre expérience et des années que vous allez passer ici. N'hésitez pas durant votre formation à vous armer de courage, à poser des questions, à oser et plus sortir de vos zones de confort. Vous en sortirez grandi. Nous, Société d'MCSM, restons à votre disposition pour vous accompagner, pour partager notre expérience et vous soutenir durant et après la formation. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette belle aventure du monde de la maintenance et encore félicitations pour ce nouveau départ. Je ne saurais terminer sans adresser des remerciements à nos 20 professeurs qui sont là. Permettez-moi de citer M. Sembène Cissé, qui, grâce à lui, si je suis aujourd'hui représentant de la société, c'est grâce à M. Sembène Cissé. Je remercie aussi nos professeurs comme M. Ndiaye, qui nous a toujours soutenus durant les formations ici à Diourbel et après notre formation, qui a été un des encadreurs de mon mémoire durant le cycle ingénieral. M. Ndiaye, je vous remercie, vu que l'occasion m'est permis. Je ne saurais laisser M. Djibril Diop, qui a été aussi un professeur, et tous les autres collègues à qui on a eu à partager des expériences, que ce soit durant notre formation dans le centre ou après la formation. Monsieur le directeur, moi je ne vous remercie pas. Je vais juste me contenter des prières pour vous. C'est un papa pour nous. Et il le restera pour toujours. Donc je demande aux chers étudiants de bien... Très chers frères et sœurs, je vous demande de bien prendre soin de notre cher papa qui est là et de profiter encore de sa présence. Vous en aurez besoin. En tout cas, les mots ne sont pas là. Je n'arrive pas à trouver les mots. Et je vous remercie. Merci pour cette occasion. Sachez toujours que MDS est toujours là, en tout cas prêt à vous accompagner, en tout cas dans vos différentes missions. Et aussi, souhaiter aussi la bienvenue aux étudiants, pour leur faire savoir qu'ils ont eu la chance d'intégrer une très bonne école, ou en tout cas à l'issue de cette formation, vous aurez l'opportunité en tout cas d'intégrer soit différentes structures hospitalières ou l'entreprise, comment ça s'appelle, les entreprises biomédicaux où nous sommes, ou même le milieu professionnel. Donc personnellement, je vais remercier en tout cas monsieur le directeur, l'ensemble du corps professionnel du CNFTMH et tous en tout cas les anciens qui sont là, qui nous ont en tout cas toujours soutenus jusqu'ici. Donc merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, n'est pas simplement un rendez-vous dans notre calendrier, c'est un moment solennel qui marque le début d'un parcours prometteur pour nos nouveaux étudiants. Vous serez les gardiens silencieux des performances de l'hôpital.
Vous avez choisi un domaine essentiel, noble et technique, celui de la maintenance hospitalière. Un domaine discret, mais vital pour le bon fonctionnement de nos structures de santé. Les compétences que vous allez acquérir ici seront décisives pour garantir la sécurité des patients, la fiabilité des équipements et l'efficacité des soins. Dont s'intéresse le thème de cette année, la maintenance hospitalière au service des patients, sécurité, fiabilité et innovation. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble de l'équipe pédagogique et administrative du Centre national de formation des techniciens en maintenance hospitalière pour leurs engagements quotidiens, leur dévouement envers ce métier. Au-delà de la simple transmission du savoir, fait naître en nous des rêves, des ambitions et des réflexions profondes pour l'innovation. Il m'est arrivé, comme beaucoup d'entre nous, de laisser passer les journées sans vraiment réaliser à quel point chaque instant que vous consacrez à votre travail fait une différence dans notre parcours. Vous êtes bien plus que des éducateurs. Vous êtes des architectes de notre avenir, des guides. Par vos paroles et vos actions, nous façonnons. Aujourd'hui, je veux m'arrêter un instant et reconnaître votre engagement, votre passion, votre dévouement envers ce métier, car vous êtes les piliers de cette noble mission de formation qui repose sur un socle solide, alliant rigueur, technique, esprit d'analyse et conscience de l'importance vitale de notre métier. Car derrière chaque appareil biomédical bien entretenu, il y a une vie qui peut être sauvée, un diagnostic qui peut être posé avec précision et un professionnel de santé qui peut exercer son métier dans de meilleures conditions. Je tiens aussi à exprimer notre profonde gratitude à la DIEM, à l'Association nationale des techniciens en maintenance hospitalière, aux entreprises biomédicales, Carrefour Médical, ACD, DEMSIT, MTS, d'avoir accepté sans aucune condition d'être les parrains de cette journée. Votre implication va bien au-delà d'un simple soutien financier. Vous avez partagé avec nous votre expertise, votre temps et vos ressources pour assurer le succès de cette journée. Je vous dis merci. Grâce à votre contribution, nous avons pu offrir un événement riche en découvertes, en rencontres et en moments de partage. Je remercie nos invités d'honneur, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet et Monsieur le maire ainsi que sa délégation, pour leur prestigieuse contribution et leur disponibilité pour la réalisation de cette journée. Mention spéciale à nos anciens d'avoir répondu à notre appel ainsi qu'à leur contribution à cette fête. Permettez-moi aussi de rendre un vif hommage à Monsieur le directeur du Centre national de formation des techniciens en maintenance hospitalière, ici présent, qui ne ménage aucun effort pour faire de cet établissement un centre de référence en nous offrant toutes les opportunités possibles pour étudier dans des conditions optimales et bénéficier d'une formation de qualité. Monsieur le directeur, merci. À vous, chers étudiants, je vous invite à aborder cette formation avec sérieux, passion et ambition. Profitez pleinement de cette journée pour créer des liens, poser vos premières pierres et surtout rêver grand. Je ne doute pas que parmi vous se trouvent les futurs experts, innovateurs et responsables de demain dans le domaine biomédical. Ensemble, construisons un système de santé plus fiable, plus moderne et plus humain. Je vous remercie pour votre aimable attention. C'est également avec une immense fierté et un profond respect que je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous présenter un homme dont le parcours force l'admiration. Un véritable architecte de l'innovation biomédicale, M. Djibril Diop.
Sur M. Diop, beaucoup de choses peuvent être dites, mais pour nous, c'est de son parcours académique et pédagogique, de son expertise professionnelle, de ses formations internationales et de ses compétences techniques qu'il s'agit. Étant un expert émérite dans le domaine biomédical, si l'on devait résumer sa carrière en une phrase, ce serait une quête inlassable du savoir au service de la santé humaine. Avec un parcours académique brillant qui allie à la fois innovation, technique, engagement pédagogique et expertise internationale, l'élève devient le maître. M. Diop débute son voyage intellectuel par l'obtention d'un baccalauréat en 2005, avant d'embrasser les sciences économiques et gestion faculté de FASEC, pour mieux ensuite les quitter quand son cœur l'a guidé vers sa véritable passion, la technologie biomédicale. Son admission au CNFTH en 2009 marque le début d'une ascension fulgurante avec l'obtention d'un brevet de technicien, connaissant longuement avec sa soif de connaissance, M. Diop ne s'est pas arrêté à ce niveau. Il obtient un BTS en électrotechnique et automatisation en 2016 à l'ADS, puis ensuite son ingénierat à l'Université Polytechnique Ouest-Africaine, IPOA en 2020. Mais ce qui impressionne chez lui, ce n'est pas uniquement ses diplômes, mais son insatiable curiosité. Il n'apprend pas pour lui-même, mais il transmet également. Preuve en est ses formations aux 4 coins du monde. Allemagne, Maroc, Afrique du Sud, Chine, où il a maîtrisé les technologies de pointe sur les générateurs de dialyse aux accélérateurs linéaires de particules. Ainsi que sur les salles de traitement d'eau en hémodialyse. Monsieur Diop est un expert technique, l'homme qui me parle le plus. N'est pas seulement un théoricien en matière du domaine, mais c'est aussi un dépanneur de génie. Ses mains ont installé, entretenu, réparé et optimisé des équipements critiques dans tous les Sénégal et au-delà des pays. C'est entre autres des installations des centres d'hémodialyse à Touba, Dakar, Gigansor, jusqu'à Guinée-Conakry. Installation de maintenance et dépannage des matériels de laboratoire avec la société ML Distribution en 2012. Installation des scanners 16 et 64 barrettes. Maintenance et dépannage des centres d'oxygène dans les hôpitaux régionaux. Dakar, Thiès, Louga, Kolda, Gigansor, Touba. Installation complète d'une morgue hospitalière à Wikor à Tamba. Bref, la liste est longue. Son credo, un équipement en panne est un patient en danger. Cette philosophie fait de lui un référent incontournable en maintenance hospitalière. En 2021, il franchit un nouveau cap, celui de formateur à l'IPOA, ensuite 2023 au CNFTH et à l'ESP de Dakar. Grâce à son enseignement de qualité et pédagogique envers ses étudiants, il forme une nouvelle génération de futurs techniciens et ingénieurs avec une pédagogie alliant étudiants, alliant rigueur scientifique, technique et humour bienveillant. Ces étudiants me décrivent souvent comme celui qui explique le générateur de dialyse avec une telle simplicité qu'on se demande souvent s'il n'a pas inventé un nom. Il arrive des fois, on lui demande, mais monsieur, pourquoi sur l'appareil fait des fois bip bip? Il nous répond, c'est son langage secret. Mais ne vous inquiétez pas, je parle couramment dialyse. Bref, avec lui, même les circuits complexes de la machine deviennent aussi clairs qu'une ordonnance écrite en Time New Rollins. En outre, pourquoi son intervention d'aujourd'hui est cruciale? C'est parce qu'il incarne la synthèse parfaite entre innovation et technique. Ses travaux sur la curithérapie et la radiothérapie révolutionne la lutte contre le cancer. Son engagement humaniste, chaque appareil réparé est une vie sauvée. Sa transmission du savoir, il ne garde pas ses connaissances pour lui. Il les partage avec générosité. Raison pour laquelle
il nous fait l'honneur d'être parmi nous en tant que maître de conférence autour d'un thème central et d'une brûlante actualité. La maintenance hospitalière au sein des patients, au service des patients, sécurité, fiabilité et innovation. Dans un monde où les technologies médicales évoluent à une grande vitesse et où la sécurité des patients est une priorité vitale, et où les efficacités des équipements peuvent faire la différence entre la vie et la mort, cette conférence s'annonce non seulement enrichissante, mais essentielle. Monsieur Diop nous invite à réfléchir, à apprendre et à innover ensemble pour bâtir un système de santé plus performant, plus humain et plus résilient. Pour finir, je vous invite donc, cher public, à prêter une attention particulière à cette intervention de M. Diop, qui, j'en suis sûr, suscitera réflexion, inspiration et peut-être même de nouvelles perspectives dans notre domaine. Encore une fois de plus, merci M. Diop de nous avoir honoré de cette présence. Raison pour laquelle je vais axer donc le débat sur l'innovation. Mais je vais juste prendre 2 points majeurs. Mais avant ça, je voudrais juste rassurer aussi en tout cas les étudiants qu'on doit intégrer. Sachez que donc, ce qui nous attend nous tous, c'est pas, ça ne concerne pas vous uniquement, mais ça nous concerne nous aussi. Nous sortons, nous professionnels déjà de la santé, ça nous concerne. Il faut toujours s'armer de connaissances. Comme le disait Cheikh Anta Diop, s'armer de connaissances jusqu'aux dents, c'est la seule chose qui peut vous sauver dans la vie. Il n'y a pas autre chose. Si on arrive à respecter le noir, vous savez que les blancs ne vont jamais respecter les noirs. Ça, il faut le savoir. Si un blanc respecte un noir, c'est parce qu'il a beaucoup de connaissances. Je sais que vous avez fait le constat. Si un blanc respecte un noir, c'est parce que le noir sait quelque chose que le blanc non seulement ne sait pas, mais aussi ne peut pas faire. Donc, de grâce, sarment de connaissance. Je vais le répéter 3 fois, de grâce, sarment de connaissance, de grâce, sarment de connaissance. Parce que c'est la seule voie où on pourra vraiment être des professionnels. Où non seulement on pourra être respecté, mais aussi on pourra exercer notre métier de manière très à l'aise. Il y a aussi une... je ne sais pas si vous savez l'écrivain Dale Carnegie. Bon, je ne vais pas faire en tout cas un débat de développement personnel, je ne sais pas, c'est mon rôle. Bon, le manager il est là. C'est lui qui fait les cours de développement personnel. Donc lui, dans son livre, il disait, il faut toujours lire. Nous tous, on est conscients que la lecture est la porte de la connaissance. Si vous voulez avoir de la connaissance, il faut lire. Dans son livre, ce qu'il disait, si vous restez un jour sans lire, c'est parce que vous avez perdu la connaissance. C'est le seul moyen, je vous dis. C'est le seul issue d'avoir de la connaissance, d'être respecté, mais aussi de suivre ce qu'on appelle la veille technologique. Dans le monde biomédical, je vous ai dit que la technologie avance à grands pas de manière exponentielle. Sur les domaines que vous allez être respectivement spécialisés, il faut très bien suivre la veille technologique, sinon vous serez dépassé par la technologie. Durant cet exposé, vous verrez que sur les 2 domaines qu'on va prendre, il y a beaucoup d'avances technologiques qui ont été mises, en tout cas qui ont été déjà développées, mais qui restent aussi à être parfaites. Vous verrez que même ces technologies-là qui ont été développées en 2000 ou en 2007 ou en 2008, beaucoup de ces technologies n'ont pas été encore mises en service au Sénégal. En Afrique, je dirais, particulièrement au Sénégal. Donc le débat d'aujourd'hui, je vais juste commencer par l'innovation. Pourquoi je commence par l'innovation? C'est parce que quand on va développer un peu sur l'innovation, donc vous verrez qu'on va aussi en même temps parler sur non seulement la fiabilité des équipements hospitaliers, mais aussi leur sécurité. Donc vous verrez que donc l'innovation est à cheval entre la fiabilité, mais aussi à cheval entre donc, la sécurité. Donc je prendrai juste 2 services, parce que si on voulait parler de l'innovation dans le monde biomédical, vous savez très bien que nous n'allons pas terminer, ça c'est sûr. Ce thème est si important. Et je vous rappelle que ce thème d'aujourd'hui est un thème déjà qui est toujours à l'ordre du jour. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Ce thème-là est toujours d'actualité. Surtout l'innovation en termes des équipements biomédicaux. Sachez que toutes les concurrents qui se dépassent ont dépassé leur prédécesseur à partir de l'innovation.
Ne serait que si vous prenez les labos, les concurrents qui se battent avec les 18 paramètres, donc les 21 paramètres, les 25 paramètres, bon, ça joue sur quoi ça? Bien sûr, ça joue sur l'innovation. Moi, donc, le débat que je vais axer, c'est, je vais prendre 2 sujets qui me concernent, bien sûr, comme vous l'avez dit. Donc, je ne maîtrise pas la dialyse, il faut le dire, donc ça, c'est une erreur, parce qu'il y a des gens plus calés que moi, qui devraient être invités même. Donc, je prendrai juste la dialyse pour vous dire les innovations qui ont été faites, et qui d'ailleurs sont à l'ordre du jour. Je prendrai aussi, donc, la radiothérapie pour les accélérateurs linéaires de particules, pour vous dire les innovations qui ont été faites. Mais bon, je sais bien qu'on va pas terminer. Des raisons pour lesquelles j'ai mis un top chrono de maximum 35 minutes. Donc on va essayer de tout commencer. Peut-être la prochaine fois, on va essayer de détailler, mais je sais que ça c'est pas possible en tout cas, même pour la dialyse, uniquement pour la dialyse, on ne peut pas dire toutes les innovations qui ont été faites en 35 minutes. Mais, bon, pourquoi j'ai choisi donc la dialyse et la radiothérapie? Donc, vous savez que la radiothérapie, c'est pour le traitement des cancers. Nous savons que ces 2 domaines-là sont en train de faire des ravages, non seulement en Afrique, mais aussi de manière internationale. Avec les cancers du sein, donc chaque année, on organise donc, des dépistages gratuits avec les cancers du sein. Donc, en tout cas, si vous pouvez savoir, donc, sachez que chaque année, il y a 20 millions de cas qui ont été décelés dans le monde en 2020. Ça, ce sont les statistiques de 2020. Nous n'avons pas encore reçu les statistiques de 2024. Mais en 2020, on a 20 millions de cas de cancer dans le monde. Ah ouais. Et les décès par an, c'est à 9 millions de décès par an. Et vous savez qu'un accélérateur linéaire de particules pour le traitement du cancer, ça ne coûte pas moins d'1 milliard. Donc vous voyez les conséquences. Et ces accélérateurs-là ont été créés depuis 1900, mais avec des avancées technologiques très très avancées. Si vous prenez la dialyse, en 2017, on a chaque année pratiquement pensé 12,2 millions de cas. Mais les décès s'élèvent à 7 millions en 2017. Ouais. En 2019, ça s'est jusqu'à 9 millions. Et ça, les décès, on n'a pas pris en compte ce qu'on appelle les IRC. On a pris tout simplement les statistiques au niveau des IRA. Ça veut dire qu'on a pris les insuffisances rénales aiguës. Qu'on a dit, c'est en 2017, c'est ça les diagnostics. On appelle IRA, c'est l'insuffisance rénale aiguë. L'IRC, c'est l'insuffisance rénale chronique. L'IRC ne peut pas être guéri. Si une personne, en tout cas, est décédée avec une insuffisance rénale chronique, je sais que c'est à vie. Ce qui peut le sauver, c'est juste la transplantation rénale. Et la transplantation rénale, c'est juste un moyen de suppléance rénale. Il ne sera pas guéri à 100%. Ça, il faut le connaître aussi. Parce qu'il aurait à prendre des médicaments à vie, parce que ce sera un rejet d'organe. Parce que l'organisme, quand un organe est admis ici, en tout cas au sein de l'organisme, s'il ne le reconnaît pas, il a tendance à le rejeter. Raison pour laquelle le malade, on lui donne toujours ce qu'on appelle des anti-rejets par des médicaments qu'il doit prendre à vie. Donc vous savez, donc, il n'est pas complètement guéri de la dialyse. Il est actuellement tout simplement on lui a donné seulement des méthodes de suppléance rénale. Donc pour les gens rénales aiguës, là ça peut être guéri. Là ça peut être guéri. Maintenant, l'innovation que je vais commencer, c'est par donc, le cancer. Donc vous savez que la technologie donc, de la radiothérapie donc, est un peu complexe. Donc je vais adresser, bon, comme je vous avais dit, donc, je ne suis pas là pour faire une conférence, je suis là pour faire un débat, aussi pour partage de connaissances. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît donc, la définition de la radiothérapie? Et ça sera quoi? Déjà, pour commencer, nous, en tant qu'ingénieur biomédical, on doit connaître quels sont les appareils qui traitent le cancer. Déjà, il y a un blocage d'innovation. Parce qu'on peut être un ingénieur biomédical sans savoir les appareils qui traitent le cancer. Et pourtant, les définir.
par la radiothérapie, c'est le traitement du cancer en utilisant des photons ou bien des rayons X. Effectivement, il a raison. Là, maintenant, c'est la nouvelle définition. La radiothérapie, c'est quoi? C'est juste une technique pour traiter le cancer, mais en utilisant ce qu'on appelle les rayons ionisants. En utilisant juste des rayons ionisants. Et ces rayons ionisants vont percer ce qu'on appelle l'organisme et vont atteindre ce qu'on appelle la cellule cancéreuse. Mais, par exemple, en atteignant la cellule cancéreuse, on va de telle sorte que les cellules saines seront épargnées. N'oubliez pas que la cellule cancéreuse est à côté, par exemple, des cellules saines. On appelle cellule saine toute cellule qui n'est pas atteinte de la cellule tumorale. Parce qu'on a l'impression qu'on doit tuer ces cellules tumorales-là, mais en voulant tuer ces cellules tumorales-là, on doit faire de telle sorte qu'on doit épargner ce qu'on appelle les cellules saines. Maintenant, c'est l'innovation, et là, c'est là maintenant que l'innovation va intervenir. Comment on va faire pour uniquement tuer la cellule saine sans pour autant irradier en même temps les cellules saines? Irradier du moins la cellule tumorale ou la cellule cancéreuse, mais aussi en épargnant le maximum possible les cellules saines. Là, c'est là que l'innovation va entrer. N'oubliez pas qu'on va faire juste une petite genèse ou l'historique de comment on a fabriqué la machine de la radiothérapie. Au début, on n'utilisait pas les rayons X, on utilisait ce qu'on appelle le cobalt 60. Et ce cobalt-là est tellement irradiant que il peut rester 50 ans, mais à toujours être actif. Même si on dit que la source de cobalt, elle est morte, il faut la jeter, parce que là où vous le jetez, là, il peut rester 50 ans à être radioactif. Au début, on n'avait pas créé de machines pour les accélérateurs. On n'utilisait pas de photons d'électrons, comme vous l'avez dit. Au début, la technologie s'arrêtait uniquement au traitement du cancer par le cobalt 60 tiré du cobalt 59. Parce que le cobalt 59 est plus irradiant que le cobalt 60. Au début, il y avait seulement des cages de plomb où on mettait la source de cobalt. Quand vous voulez irradier, on ouvre. On irradie puis on le fait. Mais le souci, c'est que qu'est-ce qu'on a découvert quand on ouvrait et aussi quand on ferme? C'est la technologie qui nous a montré ça. Parce que c'est vrai que la source la source du cobalt tuait la cellule tumorale, mais en même temps aussi, il tuait ce qu'on appelle les cellules saines. Ça n'a pas de sens. En voulant guérir, on demande aussi d'autres maladies. On s'est rendu compte qu'après 2 ans, après 3 ans de traitement, la personne va développer d'autres localisations de cancer, ce qu'on appelle les métastases. La métastase, ce n'est rien d'autre que la cellule que vous avez tuée, la source est tellement forte qu'il est allé d'autre part pour recontaminer d'autres cellules. Là, c'est pas intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a dit d'accord, on va arrêter, on va pas arrêter la source de cobalt, le traitement du cancer, non. Ce qu'on va faire maintenant, on va développer d'autres sources d'irradiation plus pointues, mais aussi plus sécurisées. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé cela aussi parce que n'oubliez pas que pour la source de cobalt, on avait uniquement des champs carrés. Les champs carrés ou des champs rectangulaires. Parce que les formes, n'oubliez pas quand vous traitez une tumeur, la cellule n'a pas forcément une cellule ronde ou une cellule carrée, une cellule rectangulaire. Elle a des formes différentes. Raison pour laquelle on a créé ce qu'on appelle les multilabs. Raison pour laquelle, quand vous voyez maintenant tous les appareils de radiothérapie ici, au Sénégal ou dans le monde, donc je vais taquiner mon concurrent médical ici présent avec Variant. Variant et Electa, ce sont les 2 marques les plus réputées dans le monde actuellement. Je vous dis donc, si vous êtes dans quelque chose, il faut bien suivre la technologie. Les 2 concurrents sont en train de produire des lames qui sont les mieux adaptées pour mieux chaper la tumeur. Qu'est-ce qu'on appelle chaper la tumeur? Chaper la tumeur veut dire uniquement d'épouser. Parce que si vous avez une cellule cancéreuse, il y a plusieurs formes. Il peut être carré, il peut être rectangulaire, il peut être en forme de losange, il peut être aussi en tout cas, il peut épouser plusieurs formes, ce qu'on appelle les multiformes. Mais quand vous avez une source de tumeur qui a une multiforme, ce qui peut prendre la forme ou épouser la forme complète de la tumeur pour l'irradier sans pour autant irradier les cellules saines,
c'est ça qu'on appelle les mutilables. Et Varian, mon concurrent, il a développé une technologie très très avancée où il a créé une machine qui a 160 lames. Nous aussi, on a une machine qui va aller jusqu'à 160 lames. Vous voyez maintenant la technologie. Plus vous avez plus de lames, plus vous épargnez les cellules à ne pas être irradiées. Vous savez maintenant, la technologie, en termes de radiothérapie, les gens sont à quel niveau? Les gens ne sont pas uniquement au niveau où ils vont traiter le cancer, non. Ils sont à un niveau où on doit traiter le cancer, mais on ne doit pas recréer ce qu'on appelle les effets secondaires. La technologie maintenant pour le cancer est là maintenant. Comment faire pour que le patient, quand il est traité avec le cancer, il ne va pas faire ce qu'on appelle les récidives. Les récidives, ça veut dire quoi? Les récidives, c'est tout simplement le fait de rechuter avec des localisations, donc d'autre part au niveau des autres cellules saines. Et là, pour que vous développez d'autres types de cancer, ce qu'il faudrait faire, c'est parce qu'il y a des irradiations de petites doses. Les petites doses d'irradiation, soit le photon, soit les électrons, ont atteint d'autres cellules saines. Au fur et à mesure que ces petites doses-là s'accumulent au niveau du corps humain, il va développer ce qu'on appelle les effets secondaires. Raison pour laquelle, je ne sais pas si vous avez une personne, ou vous avez vu une personne atteinte de cancer, même quand il est guéri, il doit avoir obligatoirement des rendez-vous tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans. N'oubliez pas que les effets secondaires pourront revenir jusqu'à après 5 ans de guérison. Ils pourront revenir aussi après 10 ans de guérison. C'est pas... Donc, madame, je pense qu'elle sait très bien de quoi je parle. Raison pour laquelle, quand un patient est guéri complètement, disons complètement guéri, il va être suivi durant toute sa vie. Parce qu'il peut développer à tout moment ce qu'on appelle les effets secondaires. Maintenant, la technologie pour la cancérologie, elle est là actuellement. Comment on va faire pour que si le patient est guéri, il ne développe pas des effets secondaires ou il ne développe pas d'autres localisations de cancer? La technologie elle est là. Et pour cela, comment on va faire? Raison pour laquelle, avant chaque traitement de cancérologie, il y a ce qu'on appelle les médecins radiothérapeutes, mais il y a toujours le physicien, obligatoirement présent dans le centre de la radiothérapie. Chaque matin, on ne doit pas traiter nos patients sans pour autant faire ce qu'on appelle les contrôles qualité de la machine. On a emprisonné en France des physiciennes à cause des fautes doses reçues par les patients. Donc c'est là que vient maintenant la sécurité du patient. Et ces contrôles qualité-là, je pense qu'il y a même des équipements, nous, quand on dépanne, bon, comme si ça marche, donc on n'a pas besoin de tester. Des familles, on n'a pas des outils pour les tester. Mais je vous dis, en radiothérapie, tu n'as pas la possibilité, je vous dis, tu n'as pas la possibilité de dépanner sans pour autant faire le contrôle qualité. Toutes les dépannages que vous avez fait, liés à quelconque pièce ou quelconque dépannage, il y a un équipement de contrôle qualité que vous devez poser. Ça, c'est obligatoire. Sinon, s'il y a des fautes de reçu, parce que même nous, donc vos collègues voyants chez le quoi je parle, des fois on dit que donc, la machine elle est sous-dosée ou la machine est sous-dosée. Nous, quand on optimise le faisceau, ou le faisceau d'électrons ou le faisceau de photons, avant de poser un malade, la physicienne médicale vient, elle va poser sa cuve pour voir est-ce que réellement la machine est sous-dosée, oui ou non. S'il est bon, parce qu'il y a des plages, quand il irradie, donc avec son profil, la cuve en haut, avec de l'eau distillée, il y a une petite machine qui est à côté, c'est lui qui va lui permettre de dire que cette faisceau-là, elle est sous-dosée ou il est sous-dosé. Même quand le profil aussi n'est pas bon. Parce que n'oubliez pas, quand le faisceau de radiation vient, bon, la table elle est là, donc le faisceau devrait avoir une direction de 90 degrés. Parce que quand il sort avec le bras, il sera dévié en premier lieu de 40 degrés, avec la chicane de 40 degrés aussi, après de 125 degrés. Et ces 125 degrés-là vont correspondre à un angle de 90 degrés directement sur le cible du patient ou directement sur la tumeur. Ça peut être dévié à tout moment. Et cette déviation-là
est contrôlé aussi par un autre équipement de contrôle qualité. Donc c'est pour vous dire donc qu'il y a toujours la sécurité. Qui dit sécurité dit forcément fiabilité. Et ça ne s'arrête pas là. Donc je vais juste me relancer aussi sur l'hémodialyse, comme on dit. Si vous voyez aussi la genèse de l'hémodialyse concernant ces innovations, au début, bon, mais aussi avant aussi donc la radiothérapie, qu'est-ce qu'on faisait pour pas traiter la tumeur? On n'avait pas d'équipement, on faisait uniquement la chirurgie. N'oubliez pas que la radiothérapie c'est récent, pour le traitement du cancer c'est récent. Mais au début, on faisait la chirurgie pour traiter, pour éliminer complètement la tumeur. Il faut le curer. Raison pour laquelle cette technique-là est toujours efficace. Il ne faut pas aussi l'oublier. La chirurgie. Il y a des chirurgiens spécialement qui sont spécialisés uniquement pour le curage de la tumeur. Ils sont là uniquement. Si vous avez un tumeur bénigne qui est, par exemple, souvent la radiothérapie aussi ne peut pas tout guérir. Si la tumeur, par exemple, elle est épaisse ou elle est très très grande, la meilleure des choses, c'est de faire la chirurgie d'abord, de faire le curage, après d'aller à la radiothérapie pour donc mieux guérir ce qui reste au niveau des cellules tumorales. Après la chirurgie, qu'est-ce qu'on a créé? Ils ont créé ce qu'on appelle la chimiothérapie. Passant de la chimiothérapie, c'est la cryothérapie qui vient, après la radiothérapie. Après l'immunothérapie. Mais l'immunothérapie, on n'a pas encore ça au Sénégal, malheureusement. Même la cryothérapie. Pour l'ensemble des 18 millions de Sénégalais, on n'a qu'une seule machine pour traiter la curie, pour faire la cryothérapie. La cryothérapie est utilisée. Bon, c'est un moyen aussi de traitement du cancer, mais c'est plus utilisé pour ce qu'on appelle le col de l'utérus, les femmes. Ça, vous voyez, on a une seule machine, ce qui n'est pas normal. Donc la chimiothérapie, c'est aussi un système de traitement du cancer, où on va utiliser ce qu'on appelle le mélange de quelques drogues. Donc on va faire, en tout cas, on va vous inoculer avec une certaine dose. Revenons sur la dialyse. Avant l'hémodialyse, qu'est-ce qu'on avait créé? On avait uniquement le DPS, ce qu'on appelle la dialyse péritonéale, avec la membrane de la péritoire. Mais après, on est passé de la dialyse péritonéale, on a créé ce qu'on appelle la HD, l'hémodialyse. Après l'hémodialyse, qu'est-ce qu'on a créé? C'est l'hémofiltration. Après l'hémofiltration, qu'est-ce qu'on a créé? Pour les gens qui ont déjà fait le cours, l'hémodiafiltration. Après l'hémodiafiltration, quelle technologie on a aussi développé? C'est la transplantation rénale. Exactement. D'ailleurs, même la transplantation rénale, ça existe ici au Sénégal, avec la chimie. On a pu transplanter combien de patients? Environ 100 patients ou 113 patients actuellement, qui sont transplantés avec des reins d'autres personnes. Mais il faut qu'on encadre aussi la transplantation rénale, qui est très bien encadrée par les lois sénégalaises et les lois françaises. En France, si on dit qu'une personne devrait être transplantée, parce que si on laissait passer cette loi, il y aura des trafics d'organes. N'oubliez pas que le rein, ça coûte cher. Ça coûte très très cher. Moi, si la vente de rein était permise, je vais abandonner les génies médicales. Parce que je sais que je vais m'enrichir. Il y a des gens qui ont le propre argent, des malades d'argent à attendre un rein pour se faire transplanter. Ça, il ne faut pas se leurrer, franchement. Il y a des gens qui sont prêts à vous tuer pour récupérer vos reins. Ils sont prêts actuellement à le faire. Raison pour laquelle cette loi est très bien encadrée. On a dit, qui peut vous donner un rein si on devait vous transplanter? C'est les membres de la famille. Et la famille française est composée de qui et de qui? Seulement le père, la mère, les enfants. Donc, les frères et sœurs, c'est tout. C'est un cadre. Ici au Sénégal aussi, c'est la même chose. Donc, je sais que si vous devez donner un rein, c'est uniquement un de vos membres de la famille. Il n'y a que ça. Et si la personne aussi est transplantée, il doit être suivi jusqu'à sa mort. Parce qu'il y a des médicaments qu'il doit prendre tout au long, en tout cas, de la transplantation de sang. Vous voyez. Donc, ne serait-ce que pour dire l'innovation. Nous, on a tendance à dire qu'ici au Sénégal, on fait la dialyse. C'est vrai qu'on fait la dialyse. Mais on fait quel type de dialyse? On fait tout simplement l'hémodialyse.
Alors que l'hémodiafiltration ou l'hémofiltration, il est sorti depuis longtemps. Toutes les machines, je vous dis toutes les machines qu'on fait avec la dialyse, que ce soit sur n'importe quelle marque, que vous prenez Nipro de Carrefour, que vous prenez Vibram de ACD, que vous prenez Fresenius de Dimenter, que vous prenez donc Gambro, que vous prenez Likizo, que vous prenez Belco, que vous prenez donc SWS, toutes ces marques-là que vous traitez avec l'hémodialyse ne sont pas faites maintenant pour l'hémodialyse, ils sont faits pour l'hémodiafiltration. Vous voyez le paradoxe? C'est dire donc que la technologie nous a dépassé depuis. Il y a même des gens qui sont dans la dialyse, qui sont des ingénieurs biomédicaux pour la dialyse, mais ils ne savent même pas que cette machine-là qui a été créée n'est pas faite pour l'hémodialyse, mais qui a été développée uniquement pour faire l'hémodiafiltration. Les gens ont maintenant dépassé l'hémodialyse. Alors que nous, on n'a même pas de centre suffisant pour l'hémodialyse. Vous voyez maintenant? Vous voyez le paradoxe? On n'a même pas de centre suffisant pour faire l'hémodialyse. Avant de faire l'hémodiafiltration, il faut faire l'hémofiltration. On n'a même pas un centre pour faire l'hémofiltration avant d'entamer l'hémodiafiltration. Parce que n'oubliez pas que l'hémodiafiltration, qu'on appelle HDF, il a combiné deux méthodes. Il a combiné la méthode de l'hémodialyse et la méthode de l'hémofiltration. Avant de faire l'hémodiafiltration, il faut faire l'hémofiltration. Et les coûts pour faire l'hémodiafiltration sont très très élevés, là il faut le dire, ça, franchement. Il y a en Afrique, il y a deux pays, en Afrique subsaharienne, je veux dire, ça concerne uniquement les pays maghrébins, mais en Afrique du Sud, là, moi j'ai vu des centres, d'abord des centres d'hémodiafiltration. Mais en Afrique de l'Ouest, il n'y en a pas. Il y a uniquement les pays maghrébins. Et pour les pays maghrébins, il n'y a que deux pays qui font l'hémodiafiltration pour le moment, en tout cas à ma connaissance. C'est le Maroc et l'Algérie. La Tunisie aussi n'a pas encore de centre pour faire l'hémodiafiltration. Parce que qui peut le plus peut le moins. Les bras sont tellement malins qu'ils savent qu'il y a des pays où ils ne peuvent pas faire l'hémodiafiltration. Donc ils ont conçu une machine de telle sorte que si vous n'avez pas la capacité de faire l'hémodiafiltration, cette machine peut faire l'hémodialyse. Raison pour laquelle je vous ai dit, toutes les machines-là que vous avez ici, en tout cas pour les suppléances rénales, cette machine-là sont uniquement créées pour faire l'hémodiafiltration. Mais comme qui peut le plus peut le moins, donc nous on n'a pas le choix. On va utiliser ces machines pour l'hémodiafiltration, on va les utiliser pour l'hémodialyse. C'est ça la réalité. Je peux même citer si vous prenez le 5008 de Fresenius là, le 5008 c'est pour faire l'hémodiafiltration. Si vous prenez le Sudian X de Carrefour Médical, c'est ce que j'ai bien dit, ça c'est fait pour l'hémodiafiltration, c'est pas fait pour l'hémodialyse. Si vous prenez le Dialogue Plus ou le Dialogue IQ de Vibram pour ACD, il fait l'hémodiafiltration. Mais allez dans votre centre de Diourbel, regardez le Dialogue Plus que vous avez ici. C'est fait pour l'hémodiafiltration, pas pour l'hémodialyse. Mais quelle technique on va appliquer pour le traitement de l'hémodialyse? À tout bas aussi, c'est la même chose avec bien. Ces machines-là sont utilisées pour faire l'hémodialyse, pas pour l'hémodiafiltration. Je vais vous dire la différence entre l'hémodiafiltration et l'hémodialyse. Donc, comme l'innovation s'avance, on s'est rendu compte que l'hémodialyse, c'est une technique qui permet de soulager le patient, effectivement. Parce que n'oubliez pas la dialyse. C'est quoi la dialyse? La dialyse, c'est uniquement le fait d'épurer le sang. Voilà, exactement. Ça permet en tout cas de purifier le sang de ses déchets. Parce que ce que le rein ne pouvait pas assurer maintenant, puisqu'il est défectueux, c'est maintenant la machine qui va le faire. Mais aussi, n'oubliez pas, il y a une certaine limite. La machine ne peut pas tout faire. Le rein joue un rôle extrêmement important dans l'organisme. Pour en citer quelques exemples, ou aussi en citer quelques rôles du rein, sachez, est-ce que vous savez que c'est le rein qui régule la tension artérielle? Raison pour laquelle on dit, quand une personne est diabétique, il faut qu'il fasse le bilan rénal chaque 6 mois ou chaque année. Parce que le diabète est lié aussi au HDR, la tension artérielle. Le plus souvent, si vous avez un diabétique,
il est tout le temps hyper tendu. Et l'hyper tendu est régulé par le rein. N'oubliez pas que le rein, je ne sais pas si vous avez fait le constat aussi, les malades en hémodialysé, ils sont toujours anémiques. Ils sont toujours en présence d'anémie. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Raison pour laquelle on les conseille souvent de prendre ce qu'on appelle l'érythropoïétine. C'est un médicament qui permet de renforcer la production de l'hémoglobine. Et cette hémoglobine-là est stimulée par le rein. Le rein est l'organe qui permet de stimuler la production de globules rouges. Si c'est défectueux, c'est normal que le patient serait anémique. Sachez que le rein aussi joue le rôle d'élimination. Le plus souvent, le rôle qu'on connaît avec le rein, c'est l'élimination avec les urines. Il n'y a que ça qu'on connaît sur le rein, mais n'oubliez pas que c'est lui aussi qui régule l'absorption en calcium. C'est lui qui le régule. Raison pour laquelle aussi, nos patients admis en hémodialyse, ses os sont toujours fragiles. Ils sont toujours fragiles. Parce qu'il n'a plus la capacité maintenant d'avoir l'apport nécessaire en calcium. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas beaucoup de calcium, c'est sûr que vos os seront fragilisés. Ouais. Donc, c'est dire que la technologie nous a franchement beaucoup dépassé. Donc, je crois que je peux me limiter à ça pour ne pas entamer la salle de traitement d'eau. Pour la salle de traitement d'eau, je vais dire tout simplement une chose. En hémodialyse, la partie la plus importante en hémodialyse, c'est la salle de traitement d'eau. Cette salle de traitement d'eau, ou la machine de dialyse, quand vous apprenez l'hémodialyse, ou les machines de dialyse, ou les journaux de dialyse, on va dire la seule chose. C'est une machine à traiter, mais c'est une machine aussi à tuer. Ça, pour les gens qui vont se spécialiser sur la dialyse, cette définition-là, il faut bien le garder, il faut le bien garder. Il faut en tout cas bien le garder. C'est une machine à tuer, mais aussi c'est une machine à traiter. La salle de traitement d'eau aussi, c'est une machine à traiter, c'est une machine aussi à tuer. Comment? Je n'ai pas laissé le rôle du filtre à sable, le rôle du filtre à charbon, la diffuseur, ainsi de suite, ou l'osmoseur. Ce que je vais me limiter, c'est uniquement les membranes de l'osmoseur. Nous savons tous que les adducteurs, là, on va utiliser aussi des adducteurs pour le traitement, en tout cas pour le traitement d'eau. Mais n'oubliez pas que ces adducteurs aussi ont été utilisés dans les autoclaves. Quand est-ce qu'on utilise un autoclave? Bon, on va utiliser l'adducteur pour les autoclaves. C'est pour dire quoi? Forcément la dureté de l'eau. Et si on dit dureté de l'eau, la dureté de l'eau est composée de quoi? C'est composé par des ions magnésiques et des ions calcium, les Mg2+ et les Ca2+. Ce sont ces deux ions-là qui font que l'eau est dure. En dialyse, l'ennemi juré de la dialyse, c'est la dureté de l'eau. C'est l'apport en calcium, l'apport, le calcaire, avec le calcaire, voilà. C'est les ions Ca2+, les ions Mg2+, magnésium. Voilà. Mais ce que je vais mettre l'accent uniquement pour l'innovation, toutes les salles de traitement d'eau, on a créé en tout cas des membranes pour pouvoir résister à l'aluminium. Toutes les salles de traitement d'eau que vous voyez. Donc l'innovation maintenant est comment on va réduire le taux d'aluminium dans l'eau osmosée. Pourquoi on fait focus sur l'aluminium et le chlore? Ce sont ces deux paramètres-là qu'on doit prendre en compte pour la salle de traitement d'eau. Ces deux minéraux-là, l'aluminium, quand vous laissez passer l'aluminium pour le patient, ça va fragiliser les os des patients. À une certaine quantité, donc le patient va obligatoirement présenter des douleurs et des céphalées et des nausées. Le chlore, il y a une seule matière qui peut éliminer le chlore, c'est les membranes de l'osmoseur. Et les gens, avec l'innovation, ils ont créé des membranes qui peuvent donc bloquer, donc, qui peuvent épurer, ou qui peuvent bloquer ce qu'on appelle la quantité de chlore ou le chlore. Si vous essayez de laisser le chlore au niveau de l'eau osmosée, vous savez ce qui va se passer. Je ne sais pas si vous avez une idée. Donc pour aller plus coup, je crois que je vais terminer par le chlore. Le chlore est responsable de l'hémolyse du sang. L'hémolyse.
Si vous laissez passer une certaine quantité de chlore au niveau de la dialyse ou du dialysat, si ce dialysat-là est mélangé, avec bon, c'est pas mélangé, mais rentré au niveau du dialyseur pour pas être épuré avec le sang du malade sera hémolysé. L'hémolyse du sang, c'est rien d'autre en destruction des globules rouges. Qu'est-ce qui fait la destruction des globules rouges? C'est seulement le chlore présent dans l'osmose. Raison pour laquelle en labo aussi on utilise ce mot-là, il faut liser le sang. Si vous entendez liser le sang, c'est pour fragmenter les globules rouges. C'est là d'où vient ce mot. Je crois que je vais terminer par ça, parce que le sujet est très très important. Et ce sujet-là aussi, c'est un débat qui mérite donc des réflexions. Et si vous voyez, donc, c'est fait la remarque, j'ai pris que 2 services. Mais si vous prenez le labo, il y a combien d'innovations qui ont été mises au niveau du labo, qui ont été créées au niveau du labo? Si vous prenez le bloc opératoire, il y a combien d'innovations? Si vous prenez la pédiatrie, la réanimation, ainsi de suite. Donc, je crois que si on allait continuer ce cours avec l'innovation et la sécurité, on restera toute la journée. En ces mots, je vous remercie. Et Madame Aombo, et de mon côté, le chef Adam Sen, élève technicien en maintenance hospitalière en 3e année de formation. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'entretenir avec vous sur un sujet très essentiel, mais malheureusement souvent sous-estimé, à savoir l'importance de l'inventaire dans la gestion de la maintenance dans une structure sanitaire. Ce que nous allons partager avec vous touche directement la sécurité du patient, la qualité des soins et la crédibilité des techniciens. Sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Adam Sen pour vous présenter le plan. Donc, je vais vous présenter le plan. Donc, le plan est constitué en 1, qu'est-ce que l'inventaire? Ensuite, en 2, développement de bon inventaire. En 3, les fonctions de l'inventaire dans la maintenance corrective et préventive. En 4, conséquences d'une mauvaise gestion de l'inventaire. Et enfin, 5, finalité de l'inventaire dans la gestion de la maintenance corrective et préventive. Donc, en introduction, nous savons tous que tout équipement biomédical a un cycle de vie. L'acquisition, l'installation, la maintenance, ainsi que la réforme. La gestion de ce cycle de vie dépend fortement d'une traçabilité, donc de l'inventaire. Nous pouvons dire que l'inventaire est la colonne vertébrale de toute politique de maintenance. Donc ici, nous allons essayer de définir l'inventaire. Donc qu'est-ce que c'est que l'inventaire? Donc en termes simples, l'inventaire c'est juste un recensement organisé et mise à jour de tous les dispositifs médicaux. Et on ne peut pas parler d'un inventaire sans expliquer comment ça se déroule. Et pour faire un bon déroulement d'un inventaire, il nous faut 5 étapes. En premier, c'est la préparation. Pour le premier point, c'est définir les objectifs de l'inventaire, s'il s'agit d'un recensement ou bien d'une mise à jour. En deuxième point, il faut préparer les outils nécessaires, à savoir les fiches d'inventaire, lecteurs de code barre ainsi que les logiciels. En dernier point pour la préparation, c'est de planifier et de former les ressources humaines, techniciens biomédicaux ainsi que les aides logistiques. Donc pour le déroulement du deuxième point, donc l'identification des équipements. Donc le premier point, c'est le numéro d'inventaire. Donc il faut déterminer le numéro d'inventaire de l'équipement, sauf le nom aussi de l'équipement. Ensuite, la marque et le modèle, le numéro de série, ainsi que la localisation physique, c'est-à-dire le service, la salle où le bâtiment se trouve, où l'équipement se trouve du moins, le fournisseur et les sources de financement. Troisième point, toujours dans le déroulement de mon inventaire, c'est le collecte des informations sur le terrain. En premier point, c'est la présence réelle, surtout s'il s'agit d'une
voir si l'équipement répertorié est toujours présent ou pas. En deuxième point, c'est l'état de fonctionnalité, si l'équipement est fonctionnel, en panne ou bien hors service. En troisième point, il faut répertorier les accessoires associés. Et en dernier point, il faut prendre des photos si nécessaire. Pour le quatrième point, il faut l'enregistrement et la mise à jour des données. En un, donc il faut faire l'inventaire sur papier numérisé ou directement saisi sur un logiciel comme le GMAO ou l'Excel. Ensuite, ajouter ou corriger les informations obsolètes, c'est-à-dire localisation et l'affectation. Et pour le dernier point du déroulement de mon inventaire, c'est l'analyse et la validation. Pour ce faire, il faut vérifier la cohérence des données collectées, ensuite croiser avec les historiques de maintenance existantes et pour finir, classer les équipements par criticité et état général. Donc, en 3, les fonctions de l'inventaire dans la gestion de la maintenance corrective et préventive. Donc, en ce qui concerne la maintenance préventive, ça permet de faire une planification optimisée des équipements. Ensuite, la disponibilité des pièces de rechange. Et enfin, la réduction des pannes. Et en ce qui concerne sur le plan de la maintenance corrective, l'inventaire permet d'effectuer des interventions rapides parce qu'on connaît déjà la localisation et l'historique de l'équipement. Ça permet aussi la minimisation des temps d'arrêt avec la disponibilité des pièces de rechange ainsi que la gestion des urgences. Donc, en cas de conséquence d'une mauvaise gestion de l'inventaire, c'est-à-dire l'impact que peut avoir une mauvaise gestion de l'inventaire. Donc, ici pour le premier point, c'est une perte ou oubli de l'équipement. Il y a aussi un risque accru de défaillance des dispositifs et en même temps une mauvaise planification de maintenance. La finalité de l'inventaire dans la gestion de la maintenance corrective et préventive. En premier lieu, l'inventaire permet de connaître l'état et l'existence de chaque équipement. En deuxième lieu, cela permet de faciliter la planification préventive et corrective. En troisième lieu, l'inventaire facilite l'élaboration du budget de la maintenance. En troisième lieu, cela aide aussi à affecter les ressources humaines et techniques. Toujours dans la finalité de l'inventaire, dans la gestion de la maintenance collective, en 5, donc, ça sert de base pour le suivi de l'historique des interventions. Ensuite, de définir les besoins en pièces de rechange. Ensuite, de prévoir le remplacement des équipements vêtus. Et enfin, de renforcer la traçabilité pour les audits. En disant conclusion, chers mesdames et messieurs, l'inventaire n'est pas une formalité administrative. C'est un outil technique stratégique, il structure, il alerte et il guide. Pour tout équipement biomédical, un inventaire, c'est un gain de temps, une réduction du stress et une meilleure qualité des soins. C'était tout pour aujourd'hui.